je lance l'enregistrement à partir de maintenant, voilà. Donc le webinaire est bien enregistré. Il sera disponible une fois terminé dans quelques jours, à la fois sur notre chaîne YouTube et moi je vous enverrai le replay vidéo et également le support de présentation pour que vous puissiez retrouver tous les éléments. Voilà. N'hésitez pas non plus, si vous avez des questions pendant le webinaire, à nous interrompre hein, pour poser vos questions. C'est important. Il y aura aussi un temps de questions pour information dédié à la fin si jamais il en reste encore. Donc, pour commencer, pour vous présenter un petit peu les contours et enjeux de la prévention et gestion de proximité des biodéchets. Donc, quand on parle de biodéchets, on parle de quoi? On parle concrètement de deux choses, à la fois les restes alimentaires, les restes de cuisine et de table. Donc, ça va être par exemple des épluchures, des restes de repas qu'on a laissé moisir par exemple, du marc de café, des coquilles d'œufs, etc. Tout ce qui se trouve plutôt dans la cuisine. Et on va avoir d'un autre côté les végétaux, donc tout ce qui se trouve plutôt à l'extérieur a priori, donc tout ce qui est feuilles mortes, résidus de tonte, petits branchages, feuilles mortes, etc. Pardon, je pense que je l'ai déjà dit. Je vous ai remis la définition du Code de l'environnement des biodéchets, enfin qui définit les biodéchets, qui est un peu longue, donc je vous laisse la lire, en prendre connaissance si vous le souhaitez, mais voilà, rappelle bien le cadre des biodéchets et ce dont on parle. De toute façon, vous la retrouverez aussi sur le support de présentation si besoin. Aujourd'hui, on fait un constat alarmant. Donc, lorsqu'on analyse ce qu'il y a à l'intérieur d'une poubelle, en 2024, c'est l'étude Modecom de l'ADEME qui l'a fait. On constate qu'il y a 69%, un peu plus de 69% des déchets qui sont collectés dans les ordures ménagères qui pourraient être valorisés. Et parmi ces 69%, il y a 32% donc des ordures ménagères qui sont des biodéchets, donc qui pourraient être valorisés. Ça représente 71,2 kilos par habitant et par an. Donc c'est un volume assez important. C'est un tiers de nos poubelles qui pourraient être valorisées autrement. On parle surtout là, quand on parle de ce qu'il y a dans les ordures ménagères, de déchets alimentaires, de cuisine et de table. Il y a un petit peu de déchets verts, mais quand même moins. J'y reviendrai par la suite sur les déchets verts. Mais en tout cas, voilà, donc un tiers de nos poubelles qui pourraient être valorisées, sachant que les biodéchets sont des déchets putrescibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent se dégrader, en fait, dans des bonnes conditions, ils peuvent se dégrader naturellement, se décomposer. Euh, et ils sont très lourds et volumineux parce qu'ils contiennent 80 à 90% d'eau. Donc c'est une énorme perte en fait en énergie, en argent, etc. de les jeter dans les ordures ménagères et ne pas les valoriser. Les enjeux du tri à la source des biodéchets, donc de trier les biodéchets dès leur production, c'est à la fois enfin c'est un enjeu d'abord environnemental avec la réduction globale des déchets comme je l'ai présenté juste avant. On a aussi la limitation des émissions de gaz à effet de serre, parce que transporter en fait les déchets d'un point A à un point B dans un camion, ça émet enfin ça émet du CO2. On va avoir aussi la préservation de la richesse des sols, hein, parce qu'en compostant, en utilisant les déchets directement au jardin, on va pouvoir en fait nourrir nos sols directement sur place. On va avoir aussi des enjeux économiques hein, avec la stabilisation des coûts de gestion des déchets, notamment au niveau de la collecte. En fait, les gérer sur place, les gérer à proximité, ça permet d'avoir un meilleur contrôle sur le traitement et sur les coûts de traitement aussi des déchets. On va aussi faire des économies d'engrais de synthèse hein, au jardin ou de manière générale sur une commune ou sur un territoire si on utilise les déchets végétaux sur place ou le compost sur place aussi. Et on va avoir aussi la possibilité de création d'emplois locaux hein, parce que la filière prévention et gestion de proximité est créatrice d'emplois. On va avoir des enjeux sociaux aussi, la création de liens social, l'animation de quartier, un composteur partagé, ça fait se rencontrer les personnes, ça peut faire avoir lieu des animations, des événements, des apéritifs autour du compost, hein. Donc c'est assez convivial. On va aussi avoir hein, une possibilité de réappropriation de l'autonomie des personnes et une invitation à interroger ces pratiques de manière plus globale, parce qu'en fait, quand on composte ces biodéchets, quand on les trie, effectivement, ça va nous faire nous questionner plus à quel point en fait on consomme, à quel point on jette,
Et voilà, ça fait vraiment un peu prendre conscience de nos modes de vie plus généralement. Et enfin, on va avoir un enjeu réglementaire, c'est-à-dire que il existe une interdiction de brûlage et une obligation de tri à la source, elle qui date de 2024. Donc en fait, pour être en conformité avec la législation, tout simplement, il faut trier ses biodéchets. Voilà. Donc, quand on parle de prévention, on parle de tout ce qu'on fait en amont pour éviter de produire les déchets. Donc tout pour tout ce qui est reste de cuisine et de table, ça va être les déchets de cuisine et de table, pardon. Ça va être plutôt joué sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, hein. Là, il y a plusieurs leviers qui sont listés. J'y reviendrai un peu plus en détail par la suite, mais en tout cas, ça va être en amont, faire attention à ce qu'on achète. Ensuite, une fois chez soi, faire attention à bien, enfin, cuisiner les bonnes proportions, bien conserver, et ensuite essayer d'avoir un minimum de restes et de ne pas les jeter. Pour éviter les déchets au jardin, ça va être pareil, tout un tas de choses à mettre en place pour justement en fait limiter de générer des déchets. Donc par exemple favoriser des espèces qui sont bien adaptées au territoire, aux températures, etc. Pour qu'il n'y ait pas sans cesse à les tailler, sans cesse à les entretenir. Relever la hauteur de tonte aussi, laisser des zones de prairie, voilà, tout un tas de choses qui font que, en fait, on va avoir moins de déchets à ensuite gérer dans son jardin enfin, à traiter. Quand on parle de gestion de proximité, c'est une fois que le déchet a été produit, c'est la manière dont il va pouvoir être géré au plus proche de là où il a été produit. Donc, encore une fois, pour les déchets de cuisine et de table, ça va être compostage domestique, compostage partagé, donc en quartier, en résidence, ou compostage autonome en établissement, c'est-à-dire dans des établissements par exemple scolaires, dans des EHPAD, des commerces, des entreprises ou autres, des établissements qui accueillent du public qui vont mettre en place des sites de compostage pour gérer sur place leurs déchets. Et au jardin, il va y avoir tout un tas de techniques, pareil, j'illustrerai un peu plus en détail par la suite, mais tout un tas de techniques qui vont exister pour en fait gérer sur place les déchets qui sont générés, même quand on fait attention à en générer le moins possible. Il y a des solutions complémentaires qui existent à ça, hein, à la prévention et gestion de proximité, qui s'en rapprochent plus ou moins. Il va y avoir la collecte en mobilité douce, par exemple. Donc, le plus souvent, ce sont des entreprises, des associations qui vont collecter des restaurateurs, restauratrices, commerçants, commerçantes, pour ensuite emmener ces biodéchets en plateforme de compostage, micro-plateforme, pour ensuite une valorisation directement sur les champs à proximité. Ça, c'est une solution qui se rapproche quand même pas mal de la prévention et gestion de proximité, stricto sensu. Et va y avoir d'autres solutions qui s'éloignent un peu plus de la prévention et gestion de proximité, à savoir la collecte séparée en porte-à-porte, en point d'import volontaire. Ouais, ensuite, donc en fait, les biodéchets vont être récoltés et ensuite amenés sur des plateformes un peu plus grosses, avec des plus gros volumes ou à la méthanisation. Pour tout ce qui est ces questions de collecte en mobilité douce, collecte séparée, il va y avoir d'autres réseaux que notre réseau Compost Citoyen, qui vont s'en occuper, qui vont être un peu plus spécialisés là-dedans, notamment réseau Cycle Organique pour la collecte à vélo, réseau Compost In Situ pour les micro-plateformes de compostage, et le réseau Réduire Plus pour le reste. Et là, je vais laisser Colin vous présenter la réglementation. Ah, très bien, voilà, je me sens. Alors parfait. Donc je rappelle juste que je remplace Agnès Perrault, donc ma responsable, qui elle est maître composteur et qui est donc l'architecte du déploiement de tout ce qui est aire de compostage sur le territoire. Je maîtrise un peu moins le sujet, mais je vais faire du mieux pour vous présenter cette question de réglementation. Et l'idée, c'est de comprendre les différents textes de loi qui ont fait rentrer progressivement la PG-Prox dans le droit français et qui aujourd'hui l'encadrent. Donc on va revenir sur cette quelques textes, à commencer par la directive cadre européenne de 2008 sur la gestion des déchets, qui a été retranscrite ensuite dans le droit français. Et là, on a par exemple, donc issu du Code de l'environnement, cette représentation assez classique que vous avez déjà dû voir en triangle inversé, qui est la hiérarchie des options de gestion des déchets et qui, comme c'est le précisé tout à l'heure, qui va mettre vraiment en avant l'aspect prioritaire de la prévention et qui va apporter un élément assez intéressant, c'est que les biodéchets sont désormais considérés aussi comme des ressources à valoriser. Voilà.
Ce sont des ressources et non pas juste des déchets. On peut passer à la diapositive suivante, où là, on va avoir différents textes de loi, avec notamment cette loi Grenelle 2, qui va faire un premier pas vers l'obligation du tri à la source des biodéchets pour les gros producteurs. Donc là, on est sur des volumes vraiment importants, avec 120 tonnes de biodéchets par an. Et donc, c'est vraiment la première notion de tri à la source et de valorisation de ces biodéchets. Tout cela va être renforcé progressivement avec différents textes. Donc, on a le Code de l'environnement en 2011 qui va bien définir les biodéchets. Donc, si elle l'a fait tout à l'heure, on va pas revenir sur cette définition-là. On peut rappeler, effectivement, ça avait été mentionné aussi, mais cette interdiction de brûler les déchets verts qui n'est pas toujours intégrée encore aujourd'hui, et pourtant c'est une circulaire qui date de novembre 2011. Et donc il y a cette nécessité de valoriser ce qu'on appelle les déchets verts. C'est un terme qu'on essaie d'éviter parce que les mêmes raisons, c'est une ressource. On va plutôt parler de végétaux ou de résidus de taille, mais en tous les cas, ce sont des matières à valoriser. Et donc, un élément qui va être très important, ça va être la circulaire ministérielle de 2012, qui va définir tout le cadre qui régit au quotidien la gestion notamment des aires de compostage de quartier, donc le compostage de proximité. Et donc, à travers ces aires de compostage, c'est là où on va avoir mentionné cette obligation d'avoir une structure responsable. Donc, généralement, ce sont les collectivités. On va avoir la nécessité d'avoir un référent de site formé, qualifié. Donc, typiquement, le maître composteur qui va avoir les connaissances là et qui va pouvoir également s'appuyer sur un réseau de référents de sites bénévoles qui, eux aussi, voilà, seront formés. Et on retrouve d'autres éléments essentiels comme la présence obligatoire et indispensable de matières sèches, la tenue d'un registre également, et puis toutes ces questions par rapport à l'usage du compost, à savoir qui peut bénéficier à la fin du compost issu de ces aires de compostage partagées, donc les usagers, les habitants de la commune, parfois les communes voisines, ça peut être des partenaires également. Donc tout ça va être dans cette circulaire. On va trouver d'autres éléments comme la signalétique, pardon, la distance avec le voisinage, les déclarations d'urbanisme, etc., etc. Donc ça, c'est un élément qui est assez central et qui va être complété, on va voir dans la diapositive juste après, par l'arrêté ministériel du 9 avril 2018, qui est un texte extrêmement important, qui va donc faire effectivement la dissociation entre les aires de compostage partagées d'une part, au pied d'immeuble, et ce qu'on appelle le CAE, donc le compostage autonome en établissement. Et donc, on va avoir un cadre plus précis qui va être donné sur les aires de compostage partagées, à savoir avec ces volumes de 52 tonnes maximum par an, donc moins d'une tonne semaine d'apport de déchets de cuisine et de table. Et donc la nécessité qu'on avait abordée précédemment, mais d'avoir des référents formés, d'avoir une suivi de la montée en température, d'où l'importance du registre, ainsi de suite. Donc c'est un texte vraiment important sur lequel je vous invite à vous référer lorsque vous avez des questions. C'est un point assez majeur. On pourra mentionner aussi la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, donc en 2015, qui lance cette fois la question de l'obligation généralisée du tri à la source des biodéchets, et qui en fait donc une obligation, un objectif, avec cette obligation de lutte contre le gaspillage alimentaire et de tri à la source des biodéchets. Et donc vient ensuite en 2020 cette loi AGEC dont à peu près tout le monde a entendu parler au 1er janvier 2024, puisque c'est elle qui va généraliser en fait et rendre obligatoire le tri à la source pour tous, donc à partir du 1er janvier 2024. Précédemment, il y avait eu les gros producteurs, donc l'année précédente, c'est-à-dire pour plus de 5 tonnes de biodéchets par an, où là, c'est généralement ce sont des professionnels qui doivent trouver une solution donc pour valoriser leurs biodéchets, c'est de leur responsabilité. Euh, Précision assez importante aussi, on parle d'obligation à la source, pardon, d'obligation du tri à la source. Cette obligation concerne les collectivités. Donc, il n'y a pas d'obligation pour les particuliers de trier leurs biodéchets. Par contre, la collectivité doit faire en sorte que tout citoyen ait une possibilité d'accès à une solution de valorisation de ces restes alimentaires. Donc après, on va venir, je crois, sur les différents acteurs.
Ouais, il y en a certains avec qui on n'est pas forcément en contact régulièrement, mais la région a un rôle qui peut être mentionné avec notamment la loi NOTRe qui va relever au niveau de la région. Il y a des aspects assez classiques qui sont en lien avec les établissements qui dépendent de la région. Donc ça va être le cas pour les lycées notamment euh, personnels. Donc il va y avoir cette obligation de la région de gérer également ces restes alimentaires. Et puis il y a un certain nombre de dispositifs d'aide financière, d'appui aux campagnes. Et puis, très important, le plan régional de prévention et de gestion des déchets mise en place par la région. Au niveau du département, c'est plus réduit, mais on peut tout de même mentionner la gestion de tous les établissements pardon, qui dépendent de sa compétence, et notamment les collèges. Le plus important, ça va être au niveau des EPCI, où il y a, comme je le disais précédemment, cette obligation de proposer des solutions de compostage. Alors, ça peut être, on reviendra plus tard sur ce qu'on fait notamment au Pays de l'Or, mais ça peut être des solutions individuelles, ça peut être des solutions collectives, sous forme de PG Prox avec du compostage de proximité, ça peut être de la collecte. En tous les cas, la collectivité, l'intercommunalité ou l'agglomération a cette obligation de proposer des solutions. Il peut y avoir éventuellement la possibilité de transférer cette compétence, hein. Ça peut être parfois des syndicats qui s'en chargent, mais en tous les cas, typiquement, ça doit être la collectivité qui le fait. Et donc ensuite, il y a également la mise en place d'un ce qu'on appelle le PLPDMA, donc le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, où il va y avoir vraiment toute la planification, toute la politique de mise en œuvre de valorisation donc, de ces deux déchets qui va être intégrée dans ce programme local. Et ensuite, au niveau des communes, on va souvent avoir des interventions qui vont être plus réduites, mais qui vont être en lien notamment avec l'entretien du site, avec la validation évidemment de l'emplacement, hein, parce qu'il faut que la commune ait quand même son avis sur le sujet. Et puis, bien entendu, il y a les compétences un peu à l'image de la région ou du département, donc les écoles qui relèvent de la commune, dont il faut également traiter les biodéchets. Voilà pour ce petit tour d'horizon des différents textes. S'il y a des questions, après, n'hésitez pas à les poser, on pourra essayer d'apporter des réponses. Alors, il y a des questions qui ont été posées dans le chat et je pense qu'on peut y répondre maintenant, même si ça ne concerne pas seulement la réglementation, mais il y a une question, c'est comment faire lorsqu'une collectivité ne parvient pas ou plus à trouver de référents bénévoles et qu'il n'y a pas forcément de participation des communes. Voilà. C'est une très très bonne question. Donc, on travaille dessus au quotidien. C'est vrai que c'est assez compliqué de mettre en place des réseaux et de s'appuyer sur le bénévolat. Il y a différents ressorts sur lesquels on peut essayer de travailler, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment propre à chaque territoire, à chaque commune. Euh, alors, moi, là, je vais parler d'un cas purement personnel, hein. Moi, j'ai été recruté comme référent de site parce que j'étais tout simplement dans des jardins partagés, que donc on s'est dit que je pouvais avoir une appétence pour le sujet. Il y a peut-être des choses à faire avec les associations, peut-être voir avec certains élus s'ils ne peuvent pas avoir des contacts. De manière générale, nous, ce qu'on constate, c'est quand même délicat de demander beaucoup de travail à des bénévoles si ouais, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Alors, il faut vraiment que ça puisse vraiment apporter quelque chose pour ces bénévoles-là. J'ai pas vraiment de réponse magique à apporter par rapport à ça. C'est un sujet qui est pas évident et ça fait partie de notre travail au quotidien, justement, de faire en sorte que ce réseau de référents de sites vive, de ne pas perdre les vocations, la motivation. Et c'est vrai que quand on a très peu de moyens et très peu d'implication des communes, c'est forcément difficile. Donc, heureusement, après, on peut échanger en dehors si jamais il faut qu'il y ait des échanges un peu plus approfondis là-dessus. On sera ravis de vous apporter nos cas, mais je sais que c'est en tous les cas assez difficile. Oui, ça reste une question quand même assez complexe pour toutes les collectivités. Enfin, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, mais voilà, globalement, ça reste une question. Nous, on organise quand même relativement souvent des journées, des rencontres, etc. autour de cette thématique. Voilà, ça peut aider un petit peu à discuter autour de ça avec des pairs, si jamais. Je vois une autre question. Est-ce que la méthanisation s'adresse aussi aux déchets alimentaires ou uniquement les déchets verts? Non, non, ça concerne bien aussi les déchets alimentaires, hein. Oui, c'est tous les déchets organiques, il me semble. J'avoue que je suis pas spécialiste de la méthanisation, mais je pense que tout ce qui contient de l'eau et putrescible peut aller à la méthanisation. Euh, et il y a Au Compost qui demande à l'inverse comment faire lorsque la collectivité installe des sites sans référent et sans suivi.
Est-ce que Colin, tu peux répondre à cette question? Euh, c'est un peu délicat. C'est sûr, c'est quelque chose d'assez compliqué. Une aire de compostage qui n'est pas suivie, il faut vraiment qu'il y ait une volonté locale assez importante de la part des habitants du quartier, en fait. C'est que très facilement, on peut perdre le fil si jamais on se trouve sans suivi. Assez vite, il peut y avoir des erreurs, notamment les déchets verts qui vont être mis à l'intérieur. Et assez vite, cette aire de compostage devient une poubelle. Et moi, vraiment, de manière générale, nous, ce qu'on fait, on essaie vraiment de s'assurer au préalable qu'il y ait une volonté locale, qu'il y ait des référents de site hein, et que ben, dans le cas contraire, on puisse proposer un suivi. C'est vrai que si on n'a pas tout ça, ça repose beaucoup sur le bénévolat, la participation de référents. Et à ce moment-là, ça reste aléatoire parce que même si on a des personnes qui sont impliquées un temps, on n'est jamais à l'abri qu'à un moment elles se lassent, qu'elles déménagent tout simplement ou qu'elles s'impliquent moins. Donc de manière générale, oui, moi je pense que c'est vraiment très important de d'abord s'appuyer sur cette question de d'appui, de référent. Et puis évidemment, le suivi, moi, ça me semble quand même assez primordial. Je le déconseille en tous les cas. Voilà. Parler, mais mon micro était fermé. Je disais, de toute façon, effectivement, un site de compostage nécessite beaucoup d'entretien, donc et une implication humaine. Donc c'est sûr que sans implication humaine, c'est compliqué d'avoir des sites qui fonctionnent effectivement. Euh, Comment connaître les organismes compétents en matière de collecte des déchets alimentaires sur un territoire en particulier? C'est une bonne question. Beaucoup adhèrent au réseau Compost Citoyen Occitanie, en Occitanie en tout cas. Et je pense dans les autres régions que c'est pareil. En tout cas, nous par exemple, on a un annuaire des fournisseurs et prestataires d'Occitanie, donc notamment pour de la collecte. Euh, et après, j'avoue que je ne sais pas trop. Je pense, enfin, j'ai l'impression qu'ils essayent quand même de contacter, enfin, de se faire connaître un peu sur les territoires où ils sont implantés. Euh, je sais pas si toi, Colin, tu as Non, alors une réponse à déjà, apporter à il ça. faut savoir qu'il y a un réseau, donc il y a le réseau Réduire Plus également, qui est plus axé sur la collecte, où là, il peut y avoir des acteurs intéressants. Après, ça dépend où on se situe. Je sais que nous, sur le territoire, on travaille avec la Société des alchimistes, mais il y a d'autres professionnels qui travaillent là-dessus, que ce soit Veolia ou Colin. Il y a un certain nombre souvent, ce sont des grosses sociétés qui ont cette compétence collecte et qui travaillent sur le sujet. Mais après, en termes de réseau, donc notamment le réseau Réduire Plus, donc, sur ce sujet. Ok. Merci pour vos questions. On va poursuivre. S'il y a d'autres questions, on y répondra par la suite sans souci. N'hésitez pas à les poser. Donc, merci Colin pour cette présentation de la réglementation. Donc, pour vous, là, on va aller un peu plus dans le vif du sujet, je dirais, pour voir un peu plus en profondeur les enjeux et comment la prévention et gestion de proximité prend forme concrètement. Donc, encore une fois, il y a trois axes hein, quand on parle de prévention et gestion de proximité, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la gestion des déchets végétaux et le compostage. Donc pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, pour vous redonner un petit peu les contextes et les enjeux, parmi les déchets alimentaires qui sont jetés chaque année, chaque jour, il y a une part qui est non évitable. Donc c'est-à-dire que parmi nos déchets, parmi ce qu'on jette en termes de déchets alimentaires, il y a des choses qui ne peuvent pas être évitées. Typiquement, les os, certaines épluchures qui ne sont pas forcément comestibles, les coquilles d'œufs par exemple, les trognons de pommes. Enfin voilà, ça on peut pas faire autrement. On doit les traiter d'une autre manière, mais on ne peut pas les manger. Mais par contre, parmi les déchets alimentaires jetés, il y a aussi une part qui est évitable. Donc c'est par exemple, je sais pas, des légumes qu'on laisse moisir, un reste de repas qu'on n'a pas mangé et qui n'est plus bon à manger, un produit qu'on a laissé périmer. Ça, c'est le gaspillage alimentaire. C'est ce qui a été produit pour être mangé et qui ne sera finalement pas mangé. Donc, à l'échelle de la Terre, chaque année, on estime à peu près qu'il y a un tiers de la nourriture qui est produite, qui va être jetée et donc pas consommée, ce qui est quand même un chiffre très important. En France, donc il y a à peu près 68 kilos de déchets alimentaires par an et par personne, dont 20,5 kilos de gaspillage alimentaire selon les derniers chiffres de l'ADEME.
Il faut savoir que le gaspillage alimentaire, il se fait tout au long de la chaîne de production, hein, de la production à la consommation, mais la part la plus importante du gaspillage se fait tout de même au niveau de la consommation, que ce soit au sein des foyers, donc quand on cuisine, etc., ou à l'extérieur, donc au restaurant, en restauration collective, donc à la cantine ou autre. Les enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire, bah, ce sont tout d'abord des enjeux sociaux, hein, parce que globalement, il y a une précarité alimentaire partout dans le monde qui existe. En France, on a 7 à 16% de la population qui doit se restreindre plus ou moins régulièrement pour manger, et une personne sur cinq qui déclare avoir eu faim sans pouvoir se nourrir au cours des 12 derniers mois. Donc c'est quand même important et enfin à prendre en compte. Au niveau économique, on estime que le coût du gaspillage alimentaire par an et par personne au sein d'un foyer, c'est 100 euros. Et ça multiplié par le nombre de personnes dans le foyer. Donc on peut, enfin, ça représente quand même de grosses économies si on diminue le gaspillage alimentaire. Et au niveau environnemental, bien évidemment, bah, en fait, gaspiller la nourriture, c'est gaspiller les ressources qui ont été utilisées pour la produire, notamment l'eau. Il y a différentes manières de calculer comment on gaspille l'eau en gaspillant de la nourriture, mais en gros, les équivalents que j'ai réussi à trouver, c'est, par exemple, pour produire une tranche de pain, bah, en fait, toute l'eau qui a été utilisée pour faire pousser le blé, nettoyer les équipements, le transporter, fabriquer le pain, etc., ça équivaut à 40 litres d'eau pour une tranche de pain. Donc c'est quand même encore une fois, une quantité très importante d'eau. Je vous ai mis d'autres équivalents pour d'autres. Donc, une tasse à café, un avocat, un steak de bœuf, un bol de riz. Voilà, c'est énormément d'eau. Donc, encore une fois, diminuer le gaspillage alimentaire, ça permet de limiter le gaspillage de ressources. Et aussi, bah, comme je l'ai dit au début, le volume des déchets produits est très important parce qu'ils sont gonflés en eau, encore une fois. Donc, c'est une grosse perte au niveau aussi environnemental pour les traiter. Comment est-ce qu'on peut agir concrètement pour diminuer le gaspillage alimentaire? Bon, il y a des associations, il y a des entreprises qui agissent, qui font des diagnostics directement dans les établissements qui proposent de la restauration collective, donc notamment en faisant des pesées, des diagnostics, de la sensibilisation du personnel, en affichant notamment par exemple les menus pour mieux un petit peu accompagner à ce qui va être servi à manger, par exemple dans les écoles ou autres, mieux expliquer, etc. Adapter les portions, très important, et accompagner bah, les élèves ou alors les personnes, j'ai mis les élèves, mais c'est aussi toutes les personnes bah, qui se rendent dans ce restaurant collectif. Il y a aussi une possibilité d'intervenir auprès des professionnels de la restauration commerciale, donc les restaurants, notamment en les accompagnant pour mieux gérer leur stock, pour mieux conserver les produits, pour mieux adapter les portions et pour distribuer les restes et invendus à des associations. Il y a aussi une grande part de sensibilisation qui peut se faire auprès bah, des personnes qui ne sont pas des professionnels de la restauration, hein, mais qui sont plutôt le grand public. Donc là, j'ai mis quelques pistes qu'on peut leur apporter lors d'ateliers de sensibilisation ou des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y a avant les courses, essayer de anticiper un maximum ce qu'on va acheter, en faisant notamment une liste, en prévoyant, en faisant l'inventaire de ce qu'on a déjà pendant les courses, d'éviter d'acheter trop, de privilégier les choses qui vont être consommées, bah, en fait, enfin, assez rapidement. Et après les courses, de bien stocker ses aliments, de cuisiner les justes quantités et de trouver des manières, bah, en fait, de cuisiner les restes s'il y en a. Je dirais aussi, j'ajouterais à ce qui a été écrit, que c'est important de d'éduquer le public à ce que c'est les DLC et les DDM, donc date de durabilité minimale et date de limite de consommation, qui sont souvent assez mal connus et qui en fait amènent certains produits à pouvoir être jetés alors qu'ils sont encore consommables. Voilà. Euh, pour ce qui est de la gestion sur place des déchets végétaux, pour un rappel, donc il y a 81,7 kilos de déchets verts qui sont jetés par an et par habitant, hein, tout confondu dans les OMR ou en collecte séparée ou en déchetterie, qui est un chiffre encore une fois assez important. Et pareil, les déchets végétaux, ce sont des déchets qui contiennent beaucoup d'eau, qui sont très volumineux, très compliqués à transporter, à traiter, etc. Depuis 2020, il y a l'obligation de trouver des solutions pour gérer ces déchets verts autrement qu'en les brûlant. Et pour vous donner un chiffre de pourquoi, enfin qui illustre bien pourquoi c'est intéressant de traiter les déchets végétaux autrement qu'en les brûlant, c'est que 50 kilos de déchets végétaux brûlés, ça équivaut à 13 000 kilomètres parcourus dans une voiture diesel récente. Donc c'est quand même énorme. Oui. Euh,
gérer les végétaux sur place, ça a plusieurs avantages. Des avantages d'abord pour le sol et pour le vivant, hein. Ça nourrit le sol, ça maintient l'humidité dans le sol, ça permet à une biodiversité de se développer dans le sol et sur le sol aussi. Et ça va venir aussi nourrir les plantes directement. On a des avantages aussi pour l'humain, parce qu'en fait, quand on a un jardin, ça va demander moins d'entretien, de jardiner au naturel, entre guillemets, donc en utilisant les végétaux sur place, je vous montrerai des exemples par la suite, mais en tout cas, voilà, en gérant les végétaux sur place, ça permet moins d'entretien, moins d'arrosage, moins de désherbage, moins d'achat d'engrais aussi et de terreau, et moins de déplacement, parce que du coup, en les utilisant sur place, on n'a pas à prendre sa voiture pour les emmener à la déchetterie. Et on a aussi des avantages du coup pour les collectivités. Ça évite le transport et la surcharge des déchetteries, ça évite le coût de traitement des végétaux et il y a moins de matière sèche à fournir aussi pour les composteurs individuels ou même collectifs parce que du coup les personnes peuvent utiliser leurs déchets végétaux broyés dans les composteurs. Bon, je vous expliquerai par la suite un petit peu aussi. Pour vous donner un exemple de ce qui s'est fait en Occitanie depuis 2025, il y a le CIDED du Lot, qui est un syndicat départemental, qui a interdit le dépôt de tontes et feuilles mortes en déchetterie et qui a mis tout en place un dispositif d'accompagnement et de sensibilisation des personnes sur leur territoire pour éviter pour leur apprendre en fait à mieux gérer les déchets végétaux sur place au jardin. Voilà. Donc il y a des mesures comme ça qui sont prises par certaines collectivités pour justement avoir à éviter de les traiter en déchetterie. Donc pour vous donner des exemples concrets de ce qui peut être fait avec les végétaux au jardin, on a tout d'abord le broyage des petits végétaux. Donc ça peut être des feuilles mortes qu'on va broyer nous-mêmes avec la tondeuse, ça peut être des petites branches aussi qu'on peut broyer avec la tondeuse. Il y a aussi des collectivités qui proposent des services de broyage à domicile ou pas, mais en tout cas où on peut récupérer du broyat. Mais en tout cas, le broyage, le broyat, ça peut servir quand on a un composteur individuel à apporter de la matière sèche dans le composteur. Mais ça peut aussi servir à pailler. Donc le point d'après, le paillage, ça peut être fait avec donc soit du broyat, soit avec des résidus de tonte, en fait avec tout végétaux en soi. Il y a vraiment différents types de paillage, mais en tout cas le paillage ça permet vraiment de préserver l'humidité du sol, de nourrir directement le sol, parce qu'en fait la matière avec laquelle on va pailler va se décomposer au fur et à mesure sur notre sol et le nourrir. Ça évite donc le dessèchement, ça permet à la biodiversité de se développer comme je l'ai déjà dit. Et ça protège aussi du froid. Donc c'est vraiment beaucoup d'avantages et ça limite aussi le d'avoir recours au désherbant ou en tout cas de désherber soi-même, vu que ça va limiter la pousse de plantes indésirables. Pour les feuilles mortes, on peut soit les laisser par terre, tout simplement, parce qu'en fait, si on laisse les feuilles mortes se décomposer normalement dans son jardin, théoriquement, on va pas les retrouver quelques mois après, enfin, ça va se décomposer tout seul. Sinon, on peut aussi les rassembler, faire ce qu'on appelle un compost de feuilles mortes, qui est très riche en carbone et assez recherché par certains jardiniers aussi pour certains semis printaniers. On peut aussi faire de l'art de jardin. Donc là, je vous ai mis une photo de Plessis en bas à gauche. C'est cette technique qui utilise des branchages un peu souples pour faire une sorte de tressage décoratif plus ou moins haut pour faire des palissades ou pour des petites bordures de jardinière. Et on peut aussi faire une haie sèche. Bon, ce sont des exemples vraiment parmi d'autres, mais voilà, une haie sèche, c'est entre plusieurs poteaux, on va déposer des branchages et ça va vraiment créer une haie au fur et à mesure qu'on n'a pas besoin d'entretenir et qui va vraiment être un abri pour des insectes, des petits animaux, etc. Euh, voilà, donc gros avantage aussi de réaliser ça dans son jardin. Pour tout ce qui est grosses branches qu'on n'arrive pas à valoriser autrement, qu'on ne peut pas, enfin qu'on ne broie pas ou autre, si on a la possibilité, on peut aussi les utiliser pour se chauffer, si on a la possibilité. Mais c'est vraiment voilà en dernier recours, voilà. Mais en tout cas, globalement, utiliser les déchets végétaux chez soi et sur place, ça permet de moins d'entretien in fine de son jardin, parce que va y avoir moins à désherber, moins d'arrosage, etc. Un meilleur impact environnemental parce que moins de transport, notamment, et moins de volume à traiter pour les collectivités en déchetterie. Donc beaucoup d'avantages. Concernant le compostage, donc le compostage, c'est un processus qui se fait normalement dans la nature, en sous-bois, n'importe où dans la nature. Il y a des sortes de processus de décomposition qui se mettent en place. Sauf qu'en fait, là, ce sont des processus que l'humain va faire dans un bac. Donc, il n'est pas, enfin, ou en tas, c'est possible de le faire en tas, mais là, je vais parler plutôt de ce qui se fait en bac. Donc, dans un bac, ce ne sont pas dans des conditions totalement naturelles, donc il va falloir faire attention à plusieurs éléments.
Un compost, c'est d'abord un mélange un juste mélange entre matière humide et matière sèche. Les matières humides, elles sont riches en azote, c'est ce qui va être vraiment gorgé d'eau, donc plutôt les épluchures, restes de repas, tonte fraîche, des fruits et légumes qui sont pourris par exemple, le marc de café, le thé, etc. Les matières sèches, elles vont être, elles, riches en carbone et bah, en fait, comme leur nom l'indique, c'est vraiment des matières qui sont sèches, donc pauvres en eau et qui vont venir structurer le compost. Donc ça va être par exemple des petites branches qu'on a coupées, qui sont un peu sèches hein, quand même, des feuilles sèches, de la paille, du carton déchiré, des coquilles d'œufs écrasées. Ça peut être aussi des filtres de café, des sachets de thé qui sont dégradables, qui ne sont pas en tissu. Euh, Plumes et poils aussi, ça constitue la matière sèche. Ça permet d'apporter de l'oxygène dans le composteur et ça permet aussi en fait de mieux structurer, que les insectes puissent mieux vivre aussi à l'intérieur et que in fine la matière de mieux se décomposer. Voilà. Là, je vous ai remis un peu la formule magique entre guillemets du compost, mais c'est vraiment pour rappeler un peu tous les éléments qui sont importants. Donc, encore une fois, matière humide, matière sèche, l'équilibre très important. Eau et oxygène, bah, c'est encore une fois, c'est important que le composteur reste humide pour que la vie puisse se développer et que en fait, on n'ait pas une matière trop sèche à la fin. Mais c'est aussi important qu'il y ait beaucoup d'oxygène parce qu'en fait, il y a beaucoup de vie dans le composteur, donc il faut bien que les animaux qui sont présents dans le composteur, les insectes, etc., bah, puissent en fait respirer et la décomposition se fait vraiment en présence d'oxygène. J'ai mis donc bien sûr les insectes qui ont un rôle très important. Je vous ai mis quelques-uns, je vous en cite quelques-uns, mais il y en a énormément d'autres, notamment les cloportes, les vers, les forficules, les larves de mouches soldats, de cétoines dorées, où il y a encore beaucoup d'insectes, de bactéries, des champignons aussi qui se développent dans le composteur et qui permettent en fait à la fin d'avoir une matière belle qui sent vraiment le sous-bois, etc. Et tout ça ne se fait pas sans l'intervention humaine, avec tout ce qui est en fait gestes autour du composteur qui sont très importants, notamment donc dans l'équilibre des apports. Encore une fois, c'est nous qui apportons au composteur, donc c'est important de faire attention à ça et de respecter un équilibre entre les apports, de brasser hein, pour aérer le compost et pour que la décomposition se fasse au mieux. Et les transvasements, bah, en fait, une fois que le bac est plein, on va venir transvaser la matière dans un bac, dans un autre bac pour que le compost puisse être en maturation et puisse ensuite bah, faire, enfin, que les animaux, les insectes, etc. présents puissent terminer leur travail et pour ensuite avoir un beau compost qui va pouvoir être utilisé au jardin. Voilà, donc c'est bien un procédé naturel, mais qui est contrôlé, encadré par l'humain, et donc c'est aussi pour ça que tout à l'heure je disais, bah, c'est très important d'avoir une implication humaine autour des composteurs, que ce soit même si en composteur individuel ou au sein d'une collectivité, très important, l'investissement humain. Là, je vous ai relisté tous les avantages du compost, les bienfaits d'utiliser le compost dans son jardin, notamment ça dynamise l'activité biologique des sols, ça garde bien, enfin ça préserve l'humidité des sols. On a des sols plus résistants aux pathogènes notamment. Ça résiste au gel, à l'érosion. Enfin voilà, je vous ai listé un petit peu tout ça favorise aussi le développement racinaire. Donc voilà, beaucoup d'avantages à avoir un à un composteur pardon, et à utiliser le compost sur place dans son jardin. Euh, voilà. Là, je vous ai mis un petit peu les différents types de compost qui existent, mais bon, enfin, je les ai déjà cités au départ, mais en tout cas, voilà. Au niveau individuel, il y a des composteurs individuels qui sont distribués par les collectivités ou des lombricomposteurs aussi. Si on n'a pas de jardin, il est possible d'en avoir un. Euh, le compostage collectif, on va avoir des sites de compostage partagés en pied d'immeuble ou en résidence, donc qui sont vraiment réservés à l'immeuble ou à la résidence, enfin aux personnes qui habitent dans l'immeuble ou dans la résidence. Mais on a aussi des sites de compostage partagés à proximité des immeubles, des résidences ou des habitats individuels qui peuvent être utilisés par tous et toutes, notamment dans des quartiers, des jardins partagés ou autres. Et on a des sites de compostage autonomes en établissement. Ça, pareil, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Ce sont des établissements qui mettent en place des composteurs pour gérer et traiter leurs déchets sur place et qui vont pouvoir potentiellement les réutiliser aussi sur place. Enfin, utiliser le compost sur place, pardon. En 2024, le réseau Compost Citoyen Occitanie a mené une enquête avec l'Ordéco, qui est l'Observatoire régional des déchets d'Occitanie,
qui ont identifié en fait des facteurs de réussite du compostage partagé. Donc, on va avoir tout d'abord effectivement un réseau d'ambassadeurs et ambassadrices formés, notamment des guides composteurs, maîtres composteurs, guides compostrices, maîtres compostrices, des référents et référentes de sites aussi formés, très important pour bah, voilà, avoir des connaissances solides en fait sur ce qu'il faut faire, sur comment ça fonctionne. On va aussi avoir la formation et la sensibilisation des habitants et habitantes qui est très importante, notamment bah, par la distribution de composteurs, de lombricomposteurs. Il y a certaines collectivités qui en profitent, même beaucoup, qui en profitent pour bah, faire une petite formation pour bah, que ce soit utilisé au mieux. Donc ça permet de sensibiliser. Il va y avoir la mise en place aussi de sites de compostage partagés, soit dans l'espace public, soit en établissement, qui permet en fait bah, aux personnes qui passent devant de s'intéresser à la question et de voir un petit peu comment ça se passe. Et on va aussi avoir des animations dans les écoles ou sur des stands. La mise à disposition de matières sèches aussi très importante de faciliter ça, enfin que les collectivités facilitent ça pour les sites de compostage partagés et ou en établissement, hein. Ça permet vraiment au site de fonctionner, enfin c'est littéralement nécessaire pour que le site puisse fonctionner et être en bon état. Et on a aussi l'utilisation d'un logiciel de suivi des sites de compostage. Il y a plusieurs logiciels qui existent et qui permettent de vraiment suivre les opérations qui sont faites sur les sites, notamment le logiciel Logiprox qui est très utilisé et qui permet voilà, aux collectivités qui gèrent d'avoir une visibilité sur ce qui est fait sur les sites. Il y a aussi tout un tas de partenariats techniques qui peuvent être mis en place hein, donc par la collectivité avec des entreprises, des associations, des structures d'insertion, etc. Notamment pour bah, en fait toutes les actions qui tournent autour de la gestion et de la mise en place des composteurs. Donc ça peut être des diagnostics, la coordination, la mise en place, des études, le suivi des sites, la fabrication de l'équipement. Tout ce qui est broyage, alimentation des sites en broyat, les actions d'extraction, de retournement, la formation, la collecte, la sensibilisation, l'animation, voilà, il y a vraiment il y a des collectivités qui comment font appel à des prestataires pour réaliser ça et ça fonctionne bien globalement. Et je vais laisser la parole à Colin qui va pouvoir. Alors, je sais pas s'il y a eu des questions entre-temps et s'il faut faire un petit point d'étape question. Je crois que Colin a répondu. Oui, alors notamment, j'étais en train d'essayer de répondre à Younes sur cette question des plateformes de tri, mais Oui, peut-être qu'on pourra échanger Est-ce là-dessus. qu'il J'avais pas existe des vraiment de... solutions en cours d'étude pour limiter les coûts financiers liés à l'apport de déchets alimentaires en plateforme de tri? Alors oui, car Alors, quand on les ramène en, oui, si vous voulez, je le dis à l'oral, c'est parce que quand, pour une entreprise qui collecte des déchets comme moi, plastique et ferraille, je n'ai pas de coût lié à l'apport. Par contre, pour les déchets alimentaires et les biodéchets, oui, les ramener dans des plateformes de compostage ou de méthanisation, qui parfois font les deux, ça a un coût à la tonne pour l'apport du déchet. Et donc, c'est contre-productif pour certains restaurateurs qui ne sont pas des grands groupes, qui préfèrent le jeter gratuitement que payer pour le composter. Et voilà, quoi. C'est une limite, quoi. Et je veux savoir s'il y a des études en cours pour contre ses limites, quoi, si vous avez connaissance. Ok, c'est une bonne remarque, effectivement. Je n'étais même pas, j'avoue que je n'étais pas forcément au courant de ça. J'avoue que je n'ai pas la connaissance d'études qui sont menées là-dessus, tout simplement parce que je n'ai pas, enfin, c'est pas mon cœur d'action, notamment, enfin, la collecte et l'apport sur des plateformes de compostage ou à la méthanisation. Mais en tout Oui, cas, je peux me renseigner et revenir, vers vous si vous le souhaitez. Il n'y a pas oui, de ça problème m'intéresserait là-dessus. beaucoup. Ouais. Oui, Ok. ça m'intéresserait beaucoup. Merci beaucoup. Ok. N'hésitez pas peut-être aussi à voir avec les autres réseaux qui s'occupent de ça, notamment Ben, si vous voulez Cyclor. savoir, Veolia ou Suez, qui apportent aussi des déchets, ben, payent une prestation. Les gros producteurs qui sont obligés par la loi d'amener leurs déchets ou trier leurs déchets payent pour ces Oui, productions de déchets-là. oui, Sauf que les petits restaurateurs qui ne sont pas encore contrôlés, on va dire, hebdomadairement ou mensuellement parlant, eux, n'ont pas forcément le budget, préfèrent carrément jeter, parce oui, que je oui. travaille dans la restauration, à la poubelle, que les ramener en plateforme, quoi. Mais sinon, pour ouais, n'importe en qui fait, qui les ramène, c'est la, payant la pour limite qui n'importe est quelle là, c'est raison. que normalement, ils sont censés justement faire en sorte que ça soit pris en charge et ils ont une obligation de valoriser leurs biodéchets. Donc, ils devraient eux aussi faire appel directement à Veolia ou à d'autres prestataires. Mais c'est vrai que très souvent, c'est pas forcément le Mais c'est cas. Donc, payant. ouais, je vous rejoins ouais, tout C'est à pas fait le cas sur. parce que c'est payant. Oui, bien sûr. C'est une Et obligation légale et après, c'est ce que vous disiez, c'est une question de contrôle et voilà. malheureusement, il y a assez Oui, peu de contrôle là-dessus et c'est vrai que parfois, ça peut être plus intéressant, effectivement, de ne pas l'appliquer et puis de mettre ça tout simplement.
aux ONR. Ouais, bah, Mais normalement, si ils ont un une jour vous avez... obligation de les trier et de les valoriser, soit directement Oui, sur place en compostage autonome à un établissement, ou sinon, effectivement, par la collecte, et c'est censé arriver via un professionnel sur une plateforme de compostage ou de méthanisation. oui. Bah, si un jour vous avez des réponses à m'apporter là-dessus sur l'évolution, je serais intéressé. Oui, Super, oui, c'est bien noté en tout cas. je vais noter, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour Merci cette beaucoup. remarque. Colin, je te laisse présenter, si tu veux, les actions du Pays de l'Or. Oui, bien sûr. Alors, on va pouvoir passer directement à la diapositive suivante. Donc, pour présenter le Pays de l'Or, donc nous nous situons à proximité de Montpellier, en fait, entre Montpellier et le Gard, avec un territoire assez particulier puisqu'on a vraiment deux zones différentes, avec une zone de terre où on est vraiment sur la plaine agricole, avec beaucoup de champs, différents villages, bourgs qui sont présents, et un littoral qui va être très touristique, avec notamment la Grande Motte ou Palavas. Donc on a vraiment deux secteurs différents qui vont être séparés, qui plus est, par les temps de l'or. Donc au niveau de la gestion du personnel et de la cohérence, il y a toute une organisation à mettre en place. Et donc, vous voyez peut-être ça au niveau des habitants. Donc, on a 8 communes à l'année, donc on est sur 45 000 habitants, mais donc il y a la dotation globale de fonctionnement qui fait une moyenne qui va lisser, qui va prendre en compte en tous les cas les habitats secondaires ou touristiques. Donc, on passe à un peu plus de 70 000 habitants. Donc, on a vraiment des spécialités et des problématiques très spécifiques sur le littoral avec un très fort afflux de vacanciers pendant l'été. À la Grande Motte, on n'est pas très loin des 100 000 résidents en plein été. Donc voilà, c'est les quelques spécificités de ce territoire. Et donc, on est constitué en agglomération. Donc, c'est l'agglomération du Pays de l'Or. Alors, il y a plusieurs types de valorisation des biodéchets qui ont été mis en place, mais la priorité a vraiment été donnée au compostage de proximité. Et donc, il y a de gros efforts qui ont été faits de longue date. On va revenir dessus, mais sur tout ce qui est compostage individuel, mais aussi désormais sur le compostage collectif, donc avec des aires de compostage partagées de quartiers. Et donc, il y a cette priorité vraiment qui est donnée à la PG Prox, à la gestion de proximité. Par contre, on a également la collecte qui a pu être mise en place, on va revenir dessus, mais pour des cas spécifiques avec des zones densément peuplées ou très touristiques, on a ce double système d'aires de compostage partagées dans les zones qui disposent du foncier nécessaire et où il n'y a pas une densité trop importante, et donc la collecte pour des zones très spécifiques. Donc, voilà pour le territoire. Alors, il y a une grosse étude qui a été réalisée donc sur l'ensemble des collectivités qui sont rattachées au syndicat mixte Piquet étant, et donc ça a mis en lumière les caractéristiques en fait des différentes collectivités. Donc ici sur le Pays de l'Or, on a quand même voilà, un certain retard par rapport à notamment la prévention et à cette question des déchets, puisque on a un territoire qui produit beaucoup de déchets. Donc, on produit davantage de déchets que la moyenne du département. On est sur un coût des OMR qui est bien supérieur à la moyenne nationale. On est près de plus de 30 euros au-dessus de la moyenne nationale. Et donc, on constate des volumes de déchets par habitant qui sont nombreux. On est à plus de 300 kilos par habitant et par an, donc au moins une cinquantaine de plus que ce qu'on a au niveau de la moyenne nationale. Ce qu'on constate également, et là ça nous concerne directement par rapport à la question des biodéchets, c'est qu'il y a une très forte présence des biodéchets qui dépassent largement les 30% que l'on a tendance souvent à mettre en avant. On est à 38% de biodéchets dans la poubelle grise, et donc ça c'est quelque chose qui est assez problématique parce que c'est évidemment un coût qui est assez énorme parce que tout cela fait des volumes bien plus importants. On est en plus, comme le disait Ciel, sur de la matière qui est plus tressible, donc qui va nécessiter des collectes assez régulières. On peut pas se permettre de collecter ça avec des délais trop importants. Et donc, on a également des matières qui vont complètement se perdre. C'est ce qui est indiqué en dessous. C'est pas un scoop. Les biodéchets sont très largement composés à l'eau et l'eau ne brûle pas. Or, notre système de valorisation des ordures ménagères sur le Pays de l'Or, c'est une unité de valorisation énergétique, donc un incinérateur. Et donc, on a tous ces volumes de biodéchets,
eh bien, qui vont nuire au potentiel énergétique de l'incinérateur et qui vont représenter des volumes très importants alors que ces derniers peuvent être valorisés. Donc, on se retrouve là avec une aberration qui est d'avoir des métiers assez pénibles où des personnes vont aller collecter des déchets qui sont remplis d'eau pour aller derrière les incinérer et faire de l'électricité avec. Donc, on est vraiment sur un non-sens, d'où cette aussi la volonté de vraiment développer très largement les différentes solutions de compostage et de valorisation des biodéchets. Une petite caractéristique aussi, on a beaucoup de végétaux. Voilà, au niveau de la collectivité. Donc, c'est bon, on peut repasser à la diapositive d'après. Donc ça, ce sont les différentes solutions qui vont être proposées au niveau du territoire. Donc, vous voyez qu'il y a à la fois des solutions individuelles et collectives. Tout d'abord, un élément qui est essentiel, c'est la question du compostage individuel, qui est assez compliqué de véritablement faire un bilan et de comprendre l'impact, parce qu'on a des données qui sont très fiables sur le nombre de composteurs individuels distribués, sur les formations que l'on a pu donner, sur les campagnes de sensibilisation. Par contre, c'est toujours compliqué de savoir exactement comment ce composteur est utilisé, s'il sert bien, suffisamment, ou s'il sert à ranger du matériel de piscine ou autre. Donc ça fait partie un peu des limites, mais en tous les cas, c'est vraiment, et notamment sur notre territoire qui dispose de beaucoup d'habitats résidentiels avec beaucoup de villas, donc on a vraiment des tombereaux de biodéchets à détourner avec ces composteurs individuels. Donc sur l'agglomération, ce sont des composteurs qui sont proposés gratuitement, donc ils sont subventionnés à 100% par la collectivité, et donc chaque résident peut bénéficier d'un composteur individuel. On a une autre solution qui est pour les personnes qui ne disposent pas d'extérieur, alors qui est une solution un peu dégradée puisqu'on peut valoriser moins de biodéchets, mais donc c'est le lombricomposteur où on va pouvoir valoriser ces biodéchets directement en appartement ou dans une maison qui n'aurait pas d'extérieur, par de jardin. Et là, le principe est relativement proche du compostage. Simplement, ce sont les vers de compost donc, qui vont traiter ces biodéchets. Et donc, on ne peut pas tout mettre. On ne peut pas mettre d'agrumes, on ne peut pas mettre de pain, on ne peut pas mettre de restes de viande. Il y a certains éléments qui peuvent être un peu compliqués, tout ce qui est aliacé est à proscrire également. Et puis, il faut être assez modéré sur tout ce qui va être restes alimentaires, de pâtes ou autres. Donc, c'est une solution qui est très intéressante, mais qui ne peut pas compléter complètement les solutions de compostage. Et puis, oui, la petite parenthèse aussi pour les personnes qui, au contraire, disposent d'un espace vert, c'est la subvention au petit élevage de poules avec donc des poules qui peuvent être en partie remboursées au niveau de l'achat et qui, elles aussi, vont avoir un rôle intéressant dans la réduction des déchets. Pour terminer à la fois sur le côté individuel et collectif, on pourrait parler des prestations de broyage à domicile qui là aussi sont financées par l'agglomération du Pays de l'Or. Et donc chaque citoyen peut faire appel à une prestation de broyage à domicile. Donc l'idée étant de prendre un rendez-vous, vous avez un paysagiste qui vient sur place et qui vient broyer les végétaux que vous avez mis de côté à son attention. Et donc derrière, vous allez pouvoir soit conserver le broyat, soit eh bien, vous n'en voulez pas. Et à ce moment-là, ce broyat va servir à réalimenter les différentes aires de compostage du territoire. Donc cela fonctionne à la fois pour les particuliers. Il peut y avoir aussi des solutions plus collectives, mais là qui passent par le syndicat mixte Piquet étant avec la subvention à l'achat de broyeurs pour des particuliers avec des petits broyeurs ou pour des collectifs, ça peut être des associations, des comités de quartier où là il y a la possibilité d'investir dans un broyeur plus conséquent et donc c'est une subvention qui est à hauteur de 50% des frais engagés avec des plafonds bien entendu. Et puis ensuite, donc, on va être sur des solutions qui, elles, vont être plus collectives avec principalement ici des aires de compostage partagées de quartier ou en pied d'immeuble. Essentiellement de quartier, on approche progressivement les 100 aires de compostage partagées sur le territoire. Donc là, on devrait atteindre ceci au mois d'octobre, on devrait avoir notre 100e aire de compostage partagée mise en place. Alors pour les personnes qui ne seraient pas familiarisées, ça avait déjà été un peu vu, mais donc on a les différents bacs avec le bac de gauche où on va déposer les apports de restes alimentaires, le bac central avec le broyat qui va permettre de recouvrir, de masquer les odeurs et d'apporter la part de carbone nécessaire pour le compostage. Et puis ensuite, on a différents bacs de maturation. Et donc ici, sur le territoire, c'est une équipe de terrain en fait qui va assurer un suivi de ces différentes aires de compostage de quartier
et avec un passage à raison de au moins une fois par semaine pour contrôler que tout va bien, faire la prise de température, faire un brassage de, de surface. Et puis, si besoin, donc prendre en charge les transferts, le tamisage et donc la remise dans des petits composteurs qui sont mis à part du compost tamisé pour donc les usagers. On s'appuie beaucoup sur, on reviendra dessus, mais sur un réseau de référents de sites également qui bénéficient de formation et qui en fait vont surtout avoir un rôle de vigie pour nous. En fait, ce sont nos yeux. Ils vont pouvoir prendre contact avec nous si jamais il y a le moindre dysfonctionnement sur une aire de compostage partagée, ce qui va nous permettre de répondre assez rapidement. Donc, le même dispositif existe au sein des résidences. Et là, on est sur des sujets un peu plus compliqués, puisque là, on a beaucoup moins la main et très souvent, il faut passer par des assemblées générales, des conseils syndicaux qui ont souvent des réticences assez importantes malgré l'intérêt du compostage en résidence. Et puis ensuite, pour terminer, donc ça ne rentre pas dans la FGProx, mais il y a donc des solutions de collecte avec des points de collecte en apport volontaire. Donc, ce sont des abris bacs, concrètement, que vous avez donc tout en haut à droite ici dans lesquelles se trouvent des bacs, donc des poubelles qui vont être collectées chaque semaine et dont le contenu va être mis à composter sur une plateforme de compostage qui se trouve sur le territoire. Et donc, ce sont du compostage en benne sur lequel, éventuellement, s'il y a des questions, je pourrais y répondre. Mais donc, ces déchets-là sont compostés directement sur cette plateforme et ensuite, l'idée est de les restituer auprès des agriculteurs du territoire. Donc voilà pour les différentes solutions. Voilà, donc on revient ici sur voilà, le total pour l'instant 91. On va essayer de fêter le centième, donc la centième ère de compostage partagé à l'occasion donc de la fête du sol vivant donc au mois d'octobre. Donc les composteurs sont déjà prêts à l'installation, les communes ont validé les emplacements et donc voilà, si jamais vous regardez cette vidéo au-delà du mois d'octobre, eh bien on aura très probablement atteint les 100 aires de compostage partagées. Euh, voilà. Donc juste la petite limite par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même besoin d'un foncier suffisant pour installer les aires de compostage. Et puis on essaie de faire en sorte d'avoir des conditions qui soient favorables, donc si possible ombragées, pas trop près des différentes habitations, etc., etc. Mais ça aussi, on peut en reparler après si besoin. Voilà, donc ici vous avez une carte. Si elle vous mentionnait tout à l'heure Logiprox, donc c'est un logiciel que l'on utilise à la fois nous pour le suivi des différentes aires de compostage, et donc c'est de ce logiciel. Non, pardon, d'ailleurs, c'est pas celui-ci, mais donc on va avoir les différentes aires de compostage qui vont être représentées ici. D'ailleurs, c'est une erreur de ma part, ce n'est pas issu de Logiprox ici même. Et donc vous avez ici l'évolution donc des tonnages détournés. Donc on voit qu'on a une montée qui est exponentielle là progressivement avec le déploiement assez important d'aires de compostage partagé qui se fait voilà, de manière plus intense désormais. On va passer à la diapositive suivante. Voilà, donc là, sur le fonctionnement, on voulait mettre ici en lumière le fait que ça concerne pas les seuls acteurs de l'agglomération. Il y a une multitude d'acteurs qui sont impliqués. Mais ça commence déjà au sein de l'agglomération par une équipe qui est vraiment dédiée à cette question donc de prévention et donc de valorisation des restes alimentaires. Donc concrètement, donc c'est Agnès Perrault dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est donc maître composteur, qui est ma responsable qui aurait dû vous présenter tout ça, mais elle va donc chapeauter les différents agents qui vont travailler sur le sujet avec deux agents de terrain qui, comme je le disais, vont circuler en permanence sur les territoires et assurer le suivi des différentes aires de compostage. Donc, ils disposent pour ça d'un véhicule utilitaire. Ils ont un tamis rotatif qui permet de tamiser le compost mature, ce qui permet d'avoir un très beau compost à disposition des usagers. Et donc là, ça met vraiment en valeur le travail qui est réalisé parce qu'on a un produit qui est vraiment de très grande qualité à la fin. Et donc ça a ce côté vertueux de montrer l'efficacité en fait du compostage de proximité. Donc ces deux agents ensuite disposent du matériel nécessaire, donc pelle, brouette, etc. Et ils vont donc vraiment s'occuper et gérer complètement les différentes aires de compostage.
Et ils peuvent venir également en appui des aires de compostage qui sont dans des résidences, si jamais les résidents ont besoin, par exemple, de réapprovisionner en broyat ou s'ils ont besoin de d'appui ou de conseils, en tous les cas, ils peuvent intervenir. Et puis ensuite, il y a également donc des personnes plutôt administratives, donc Agnès qui coordonne les différentes équipes, et qui va travailler sur tout ce qui est réseau, notamment les référents de sites, tout ce qui est communication, un panel très très large d'actions. Et donc, il y a deux agents donc, dont je fais partie qui ont été rajoutés dernièrement et qui en fait sont employés par le syndicat mixte qui a décidé de d'appuyer les différentes collectivités qui sont membres du syndicat. Et donc, nous sommes deux agents à avoir intégré le service pour appuyer justement ce déploiement d'aires de compostage partagées, de points d'apport volontaires, etc. Et puis ensuite, évidemment, on travaille beaucoup directement au contact des élus qui vont avoir bien sûr leur mot à dire et, par rapport à l'implantation d'aires de compostage qui parfois sont en demande aussi d'aires de compostage. Et donc, on essaie là de se référer aux diagnostics qui ont été réalisés sur la nécessité des déploiements d'aires de compostage pour essayer d'ajuster les choses au mieux dans les différentes communes et faire en sorte qu'il y ait un maillage régulier et important entre les aires de compostage partagées et les points de collecte. Et donc des aires de compostage partagées, y compris dans des zones résidentielles où il y a des possibilités de composteurs individuels. Et voilà, on multiplie donc les possibilités. Et puis, on travaille régulièrement avec des prestataires privés. Donc, jusqu'à présent, il y avait la Scope Composton qui gérait une partie des aires de compostage. Donc, ça, c'est désormais terminé. On fait ça en interne. Mais par contre, ce sont eux qui vont mener la prestation de broyage à domicile qui est proposée par le service et dont on a évoqué l'existence tout à l'heure. Et puis ensuite, on se rapproche là aussi progressivement des 200 référents de site. On en a de nouveau depuis. Donc là, voilà, les référents de site qui sont bénévoles. Donc il y a une formation qui est proposée à tous les référents de site. Donc cette formation référent de site qui est ici proposée par la même Scope Composton, donc qui forme ces différents référents. Et puis donc on essaie aussi de toucher l'ensemble des habitants avec différents événements tout au long de l'année. Voilà. Et donc ensuite on a tout un travail qui est fait auprès des syndics de copropriété ou des bailleurs sociaux pour essayer de déployer des aires de compostage partagées directement au sein des résidences. Voilà, ce qui est relativement difficile mais qui peut avoir des avantages à la fois pour nous et pour les résidences elles-mêmes. Voilà. Et puis pour terminer, donc il y a un contrat de performance qui a été noué entre le syndicat mixte Piquet Étang et la société Suez, donc qui gère l'unité de valorisation énergétique, donc l'incinérateur. Et donc il y a des actions qui sont menées par Suez, notamment avec du porte-à-porte, des ambassadeurs du tri, qui vont sensibiliser les résidents dans les secteurs qui peuvent poser problème ou qui passent en amont de l'installation de nouvelles aires de compostage. Et puis, bien entendu, on le redit, on s'appuie énormément sur ces référents de site. On va pour les différents acteurs. Voilà, donc là, c'est notamment le travail d'Agnès, mais il y a tout un travail de fond sur le recrutement de référents de site. Donc, c'est ce que je vous indiquais avant d'installer une aire de compostage. On essaie, dans la mesure du possible, de faire de la sensibilisation au préalable, d'essayer de trouver des référents de site, soit en amont avec des distributions de flyers, avec de différentes communications, soit directement ben, après coup, une fois que le site est installé, où on organise des inaugurations et on essaie de créer des moments conviviaux. Et donc, on s'appuie beaucoup sur ces référents de sites qui n'ont pas un rôle majeur, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait gérer une aire de compostage sans leur présence, mais ils vont avoir un rôle absolument majeur pour tout ce qui est suivi de ces sites, parce que nous n'avons pas les moyens humains de vérifier au-delà d'une fois par semaine les différentes aires de compostage partagées. Et dès qu'on commence à avoir des problèmes, j'avais mentionné tout à l'heure les végétaux qui peuvent être mis dans les composteurs ou autres, voilà, on peut assez rapidement perdre le fil sur une aire de compostage, et donc ces référents sont très importants
dans leur rôle déjà d'alerte. Et puis très souvent, ils vont bien pouvoir nous permettre de corriger des erreurs en retirant des erreurs de tri, en rajoutant du broyat lorsque le geste n'est pas bien intégré. Ils peuvent aussi faire de la sensibilisation auprès de leurs voisins. Et puis, ils vont avoir un rôle social, puisque c'est toujours compliqué de mal respecter les consignes si vous savez que vous avez votre voisin qui en fait est impliqué sur ce travail de suivi. Euh, voilà, donc l'idée aussi, comme je le disais, il y a des formations qui sont proposées et puis assez régulièrement, on organise des événements festifs, à la fois pour les remercier, pour nouer des liens entre les référents de site entre eux, avec nos propres équipes et également pour les impliquer dans des cas techniques, c'est-à-dire qu'est-ce que vous souhaiteriez que nous améliorions, travailler sur des pistes d'amélioration, en tous les cas, des différents sites, de notre fonctionnement. Donc, voilà, on essaie de les impliquer autant que possible dans notre travail. Voilà. Donc là, on revient notamment sur les différentes façons de sensibiliser. Donc, comme on le disait, on organise évidemment des inaugurations lorsqu'il y a de nouvelles aires de compostage, mais on essaie aussi de les faire vivre à l'occasion de différents événements, et c'est notamment le cas pour les deux événements qui sont organisés par le réseau Compost Citoyen, avec notamment le Tous au compost, la quinzaine Tous au compost, et donc la fête du sol vivant. Mais également d'autres événements. Donc, on parle également de la CERD avec la Semaine européenne de réduction des déchets ou encore la fête de la nature. Voilà, on essaie de travailler beaucoup aussi au sein des établissements scolaires avec beaucoup de sensibilisation qui est faite notamment dans le périscolaire et on accompagne les communes qui mettent en place là aussi le tri dans les écoles et donc on a toute une partie de notre travail qui est sur cette animation auprès des publics scolaires. Et puis ensuite, on est présent régulièrement sur des événements. Donc, ça peut être le cas pour les printanières ou les automnales, ça qui ont lieu sur le territoire. On est très présent au forum des associations, ce qui nous permet notamment de sensibiliser, de recruter éventuellement des référents de sites et puis de toucher les différents habitants. Et puis, on essaie de travailler avec les communes pour l'accueil des nouveaux arrivants de manière à bien sensibiliser ces nouveaux arrivants sur les consignes de tri qui peuvent différer d'une collectivité à l'autre et de parler là aussi des aires de compostage partagées, puisque ce dispositif n'est pas présent partout. Et puis ensuite, il y a tout un travail de communication, et notamment ici, on avait mis la lumière sur la vidéo des Chevaliers du Compost. Donc, je ne sais pas si certains ont eu l'occasion de la voir. C'est une vidéo assez décalée qui va présenter sur un ton décalé l'ensemble des solutions qui ont été proposées au sein de l'agglomération. Et je vous invite vraiment à aller la voir. Elle est là pour le coup vraiment très très réussie. Elle a permis de toucher un nombre assez important de personnes. Voilà. Et puis pour terminer, effectivement, on avait mentionné le porte-à-porte qui est réalisé à la fois de manière préventive dans différents endroits et puis aussi dans les secteurs où on peut constater des problèmes, soit dans les points d'apport volontaires ou dans les aires de compostage, pour là aussi sensibiliser les personnes qui auraient besoin d'accompagnement dans la pratique du compostage ou du tri des restes alimentaires. Voilà, donc là, j'avais commencé à évoquer ça, mais vous avez une aire de compostage partagée type. Donc là, on travaille avec Emmanuel Cometto, donc qui a mis en place ces composteurs qui sont vraiment de très belle qualité et voilà, qui ont cet avantage d'avoir ce pan en biseau qui permet un accès à l'intérieur assez facile pour l'usager, qui est vraiment très pratique, très ergonomique et qui fonctionne assez bien puisqu'on a une maturation qui peut être relativement faible et beaucoup plus rapide dans tous les cas que les précédents modèles qu'on avait, qui étaient de moindre qualité. Donc, on a vu des avantages par rapport à ces nouveaux composteurs. Chaque aire de compostage partagé donc, dispose de son panneau avec les consignes de tri qui sont rappelées. Donc, on a différents panneaux sur les composteurs pour bien rappeler le rôle de chacun, rappeler la recette du compost également, et donc inciter les personnes à bien prendre, accueillir ce geste de rajouter du broyat et de mélanger les différents apports. Et puis, donc, on met à disposition généralement des référents de site, le brasse compost qui va leur permettre de brasser assez régulièrement les aires de compostage partagées, sachant que c'est quelque chose qui est fait également par les équipes de terrain qui assurent le suivi et qui là aussi font le brassage.
Et puis l'image que vous voyez tout en bas, donc au centre, donc ça c'est le tamier rotatif que l'on utilise donc pour tamiser le compost. Donc toute la partie du compost tamisé va être mis dans un petit composteur à part et mis à disposition des usagers. Et puis les morceaux qui vont être trop grossiers vont être réintégrés à la fois dans le bac de maturation si la qualité le permet, dans la réserve de matière sèche. Et puis ensuite, vous avez donc tout en haut à droite les biosos, donc qui sont remis là aussi alors, gratuitement, c'est subventionné par l'agglomération, mais chaque résident peut demander à bénéficier d'un bioso pour amener ses restes alimentaires de son domicile à l'aire de compostage partagé ou au point de collecte. Voilà, donc si jamais il y a des questions derrière sur ce fonctionnement-là, pratique et concret des aires de compostage, voilà, pour l'instant ça fonctionne plutôt bien et donc on sera ravi de répondre à toutes les questions sur le sujet. Ok, merci Colin. Je vais juste terminer ma présentation, moi, du réseau Compost Citoyen Occitanie et on fera un moment question pour répondre à tout ce qui a été posé pendant ta présentation. Comme ça, la présentation sera terminée. Donc, juste pour pour vous présenter le réseau Compost Citoyen Occitanie un peu plus en détail qu'au début de ce webinaire. Là, je vous ai exposé toutes nos actions. Donc, les actions de formation, on organise une dizaine de formations gratuites chaque année, notamment lutte contre le gaspillage alimentaire, gestion sur place des déchets végétaux, animation de réseaux de référents notamment. On a on organise 2 journées techniques par an, une plutôt en hiver et une plutôt en automne ou au printemps. 2 webinaires techniques et un webinaire comme aujourd'hui d'introduction à la prévention et gestion de proximité. On outille aussi, donc on labellise des sites de compostage en leur attribuant le label site vitrine. Ce sont des sites de compostage exemplaires qu'on valorise pour leurs bonnes pratiques, qui peuvent servir en fait qui constituent des outils de sensibilisation aussi pour le grand public. On a mis à disposition une banque d'images aussi pour nos membres, des images libres d'utilisation pour utiliser sur des présentations, des supports de sensibilisation ou autres. On a mis en place aussi un annuaire des fournisseurs et prestataires, comme je le mentionnais tout à l'heure. Et on a un centre de ressources en ligne où il y a de nombreuses fiches techniques, des études, des infographies, des outils mis en ligne par tous les réseaux compost citoyens de France. Donc voilà, intéressant à consulter. Il y en a qui sont libres d'accès sans être membres et d'autres qui sont réservés aux membres. On sensibilise aussi à travers 2 événements grand public. Bon, Colin les a déjà mentionnés lors de sa présentation, mais du coup, il y a Tous au compost qui a lieu au printemps chaque année, qui est plutôt tourné compostage, et la fête du sol vivant qui a lieu chaque année à l'automne, cette année du 3 au 18 octobre, dans toute la France, et qui est plutôt tournée, elle, jardinage au naturel, donc gestion sur place des végétaux, etc. Mais en soi, ça englobe aussi le compostage, hein, parce que c'est une manière aussi de jardiner au naturel. On a aussi mis à disposition pour nos membres et les membres de tous les réseaux Compost Citoyen une exposition en 6 panneaux, notamment un sur la lutte contre le gaspillage alimentaire qui est sorti récemment, et une mallette pédagogique qui est composée actuellement de 17 outils, qui est amenée à évoluer avec le temps et qui sera mise à jour bientôt. Mais ce sont des outils voilà, pédagogiques qui peuvent être utilisés pour de la sensibilisation, des animations, donc intéressant à consulter aussi. On développe et on fait connaître la filière aussi en Occitanie hein, à travers des actions de plaidoyer, notamment auprès des élus, des interventions dans les médias, notamment dans la radio, à la radio pardon, et dans la presse écrite. Et on est présent aussi sur des salons autant que possible, notamment des salons professionnels. On peut aussi donner des conseils sur demande. Et enfin, on anime le réseau on a plus de 30 bénévoles en Occitanie qui nous représentent dans tous les départements. On organise annuellement une assemblée générale, évidemment, qui est un temps fort de la prévention et gestion de proximité en Occitanie, et des réunions d'accueil régulières aussi pour les nouvelles personnes qui deviennent membres du réseau. On travaille, donc, comme je vous l'ai dit au départ, avec d'autres réseaux régionaux qui nous permettent d'avancer sur des sujets transversaux et des gros chantiers. Et on participe aussi à l'université d'automne qui a lieu chaque année en novembre. La prochaine, là, aura lieu en Île-de-France. Voilà, vous avez toutes les informations si vous le souhaitez sur notre site internet.
En Occitanie, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ne sont probablement pas situées en Occitanie, mais en tout cas en Occitanie, on a plusieurs centres de ressources qui existent, donc le nôtre, hein, comme je vous l'ai mentionné, mais il y a aussi celui de l'Ordre déco, il y a la librairie de l'ADEME, bon, qui est nationale, elle. Il y a aussi le centre de ressources du réseau Compost In Situ, de Résoc ou du réseau Réduire Plus. Bon, certains sont plutôt tournés Occitanie, d'autres pas. En Occitanie aussi, on a le site Cyclope qui est, enfin, où il y a une communauté biodéchets, où il y a beaucoup d'actualités qui sont mises en ligne très régulièrement, des événements qui sont postés, des retours sur des événements, des choses importantes ou autres qui sont postées. Notamment sur ce site, vous pouvez retrouver la FAQ biodéchets qui est mise à jour chaque année, qui est très intéressante avec beaucoup de questions qu'on peut se poser régulièrement. Il y a aussi un bilan biodéchets 2019-2024 qui est disponible et tout un tas d'autres documents voilà, que je vous ai listés. Encore une fois, vous aurez le support de présentation, donc vous pourrez y revenir si besoin. En tout cas, tout se trouve sur le site Cyclope. Et donc, j'invite les personnes qui ne sont pas situées en Occitanie de se rapprocher de leur région ou de leur ADEME. Peut-être qu'il y a d'autres ressources qui sont plus spécifiques à votre région, à votre territoire, qui peuvent être aussi intéressantes dans le domaine des biodéchets. Bon, je vous ai remis les tarifs d'adhésion. Par souci de temps, je ne vais pas détailler. Vous les avez aussi sur notre site. Je vous ai mis un QR code pour accéder à la page. Si vous n'adhérez pas encore à notre réseau, c'est une bonne manière de soutenir la filière de la prévention et de la gestion de proximité en Occitanie et dans votre région. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres à nous contacter. Je vous ai mis l'adresse email de notre coordinateur. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter, à me contacter, à contacter mon collègue si jamais vous avez des questions à ce propos. On envoie régulièrement des lettres d'information, donc pareil, n'hésitez pas à vous inscrire. Bon, je vous ai mis un QR code ici, mais le lien se trouve aussi sur notre site si vous voulez recevoir nos actualités de manière trimestrielle ou plus ponctuellement. Et on est présent aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et YouTube. Voilà, donc on va enfin pouvoir prendre le temps de répondre aux quelques questions qui ont été posées pendant la présentation de Colin. Euh, alors, Colin, il y avait une question, broyage à domicile limité, enfin, est-ce que c'est limité à une fois par foyer, par exemple, ou est-ce que c'est Oui, en fait, il y a un partout? plafond. Donc, à ma connaissance, en fait, on a droit à 4 prestations et ce sont des prestations d'un quart d'heure en fait de broyage. Donc, en fait, ça vaut 1 heure en fait de prestation par foyer et par an. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez des volumes assez importants et que le broyage va nécessiter plus d'une demi-heure de prestation, ça va être décompté comme 2 interventions. Globalement, il faut compter, c'est ça, 1 heure par foyer et par an. Ça peut être jusqu'à 4 fois. Mais là, c'est ce que je disais, c'est avec une limite quand même limitée à 1 heure. J'ai vu qu'il y avait la question par rapport au coût annuel. Alors là, je suis désolé là-dessus, j'aurais dû préparer ça, mais là, je n'ai pas les chiffres malheureusement en tête, donc il faut que je revoie tout ça. Même chose aussi pour tout ce qui est aide à l'acquisition des poules. Ça reste quelque chose de beaucoup plus modeste, hein, par contre, par rapport en termes de coûts. Si on compare avec le broyage, on est sur des montants complètement différents. Mais par contre, je vais prendre note et je vais bien vous envoyer les éléments par mail derrière parce que là, malheureusement, je ne serai pas en capacité de répondre. Après, si je peux continuer aussi, je crois qu'il y avait la question sur la durée de formation des référents de site. Donc, c'est la formation référent de site et c'est une formation qui est sur une journée que l'on organise en général souvent dans la semaine. Alors nous, c'est la société Composton qui s'occupe de ça. Et donc c'est voilà sur une journée pleine. Et donc ce sont tous les fondamentaux qui vont être abordés. Et puis avec une partie terrain dans la mesure du possible aussi, avec la rencontre directe de nos aires de compostage. Par rapport au bioso, je suis pas certain qu'il soit payant. De manière générale, je pense que les gens nous le signalent pas trop. J'ai pas connaissance en tous les cas de règles, mais normalement, une fois qu'un bioso est donné, on n'est pas censé en redonner derrière, et je crois pas qu'on ait de tarif qui a été mis en place par rapport à ça. Là aussi, je peux m'enseigner, mais à ma connaissance, ce n'est pas prévu. Euh,
Voilà. Et ensuite, pour le tamis rotatif, de manière générale, ce qu'on conseille, c'est de travailler toujours à deux. Pour la durée, c'est relativement rapide. Donc, nous, on fonctionne avec des bacs généralement de 800 litres. Euh, En fait, ça va de plus en plus vite. Là, je dirais maintenant qu'il faut compter à peu près une demi-heure pour traiter l'ensemble du bac. Ça peut être plus en fonction, ça va vraiment dépendre de l'état de maturation. On essaie de faire en sorte de tamiser à un moment où c'est opportun, où le tout n'est pas trop collant. Quand ça se passe bien, il faut compter une demi-heure. Ça peut durer un peu plus, notamment si la matière est assez pâteuse. Des fois, on doit tamiser une matière parce qu'on a des questions d'espace et on ne peut pas attendre le temps qu'il aurait fallu. Et donc, compter entre une demi-heure et une heure, c'est quand même relativement rapide. Le tamisage peut se faire, hein. Alors on a des bricoleurs pour le coup, donc il y a des dispositifs, des aménagements qui ont été faits sur le tamis rotatif qui permettent de l'utiliser seul. Mais c'est vrai que de manière générale, c'est beaucoup plus facile à deux. Et sur le fonctionnement, en fait, tout simplement, vous allez charger d'un côté du tamis rotatif, donc tout ce qui va être à tamiser, et puis de l'autre côté va tomber dans un seau le reste, donc tout ce qui est un peu trop gros. Et donc c'est quand même bien qu'il y ait une personne qui soit en face pour pouvoir changer les seaux et pouvoir assurer le suivi. Donc seul c'est possible, mais ça reste quand même du matériel qu'il faut décharger, charger, donc on conseille quand même deux agents. Voilà. Et après, concernant le avantage inconvénient, alors là aussi, il faudrait revenir. Nous, on a un tamis rotatif qui se plie. Et moi, l'immense avantage que je vois, alors autant c'est fastidieux de faire ce tri, autant derrière, on a vraiment un produit d'une qualité extra, donc c'est quasi du marc de café. Et là, ça permet vraiment de montrer qu'on travaille pas pour rien et que c'est vraiment un fonctionnement qui donne, qui porte ses fruits, qui marche bien. Euh, voilà, par rapport à ça. Alors, il y a Françoise qui demande quelle est la réglementation pour mettre en place une plateforme de compostage qui collecterait des biodéchets des restaurateurs du secteur. Alors, Colin, je ne sais pas si tu as une réponse. Non, alors pas directement comme ça, je voudrais pas m'avancer, dire de bêtises. Par contre, je peux tout à fait là aussi envoyer les éléments. Donc, on en a une qui a été mise en place, comme je le disais, sur le territoire du Pays de l'Or, qui accueille des biodéchets issus des restaurateurs. Donc, c'est à la fois les points d'apport volontaires et les restaurateurs. En fait, ça va dépendre des volumes d'apport. Là aussi, il y a un plafond, mais voilà. Effectivement, je vois la réponse par rapport à l'agrément sanitaire de collecte. Mais donc, il va y avoir ça va dépendre des tonnages, mais pour une micro-plateforme, en tous les cas, effectivement, c'est l'agrément sanitaire qui va faire loi. Euh, Peut-être là-dessus, on peut répondre. Il y a eu un webinaire justement. Bonjour, je suis Emmanuel Legionnaire, le coordinateur du RCCO. On a eu un webinaire la semaine dernière sur l'agrément SPAN C3 pour les plateformes de compostage. Et du coup, il est disponible sur la plateforme Cyclope justement. Et on va le mettre en ligne sur le site internet aussi. Donc, c'est un webinaire vraiment dédié sur le processus d'agrément qui permet d'obtenir l'autorisation d'avoir une plateforme de compostage, quoi. Donc, il y aura pas mal de réponses là-dedans. Ouais, merci beaucoup, Manuel, effectivement. Euh, alors, je ne crois pas. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, moi, c'est pas une question, mais c'est juste pour savoir, RCCO, c'est une association à but non lucratif, une société, je sais pas si vous pouvez me le dire ou pas. Oui, c'est ça. On est une association, donc but non lucratif, effectivement. D'accord. Et, et vous travaillez avec Colin, depuis l'association, c'est ça? Alors, le syndicat mixte piquet étant et l'agglomération du Pays de l'Eure Oui. sont membres de l'association. D'accord. Ok. Donc, comme à tous nos membres, on leur fournit des outils, ils peuvent participer à nos rencontres, à nos formations, etc., etc. Enfin, D'accord. voilà, donc on travaille avec eux de cette manière. Mm. D'accord. Bah, moi, je vous remercie pour ce webinaire. J'aurais appris des choses. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous Merci. dis à bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci Younes, au revoir. Donc, on va terminer ce webinaire. Je vous ai remis l'agenda du réseau Compost Citoyen Occitanie pour les semaines à venir. Alors, attendez, est-ce qu'il y a une autre question? Non.
Voilà, vous le retrouvez aussi sur notre site internet. Je ne vais pas détailler, mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui arrivent à la rentrée, dont des rencontres dans des départements, notamment l'Aude, le Tarn, l'Aveyron et la Lozère. Il y a aussi des formations pour les élus qui arrivent à l'automne, donc n'hésitez pas à leur relayer si vous êtes en Occitanie. Il y aura aussi une journée technique près de Toulouse, à Hausseville-Tolosane, et des formations gratuites aussi pour nos membres, mais ouvertes à tous et toutes, je le précise, notamment stratégie d'animation de réseau pour les bénévoles. Je vous ai préparé un petit questionnaire de satisfaction. Si vous pouvez juste scanner le QR code et y répondre, prendre sincèrement 1 minute, 2 minutes pour y répondre, ça nous aide beaucoup à pouvoir nous améliorer et voir un petit peu ce que vous en avez pensé. Je vous le renverrai aussi par mail, si jamais, voilà. Je vous mets le QR code ici. Je vous enverrai aussi donc la présentation par mail, le replay du webinaire dès que je l'aurai, ainsi que le questionnaire. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir vers nous hein, si vous avez des questions sur n'importe quel sujet. Voilà, on pourra vous répondre ou je pourrais transmettre aussi à Colin si jamais. Et voilà, merci beaucoup et très bonne journée à tous et toutes.